Jusqu'à 6 ans, j'étais complètement illettré et je n'allais pas à l'école. Parce que j'étais le plus jeune et donc ma mère, en fait, en général, me demandait si je voulais aller à l'école ou pas. Et en général, la réponse était non, parce que c'était quand même beaucoup plus agréable de rester à la maison. Et ça c'est une anecdote que mon frère n'a pas racontée. Il est allé, en fait, dénoncer mes parents. Donc, c'est une famille africaine. Il est allé voir le président Houphouët-Boigny. Il lui a dit, voilà, nos parents vont produire un illettré. On a tous fait des études. Le petit dernier, il a 6 ans, il ne sait ni lire ni écrire. Et vraiment, et donc, le président Houphouët a convoqué mes parents. En fait, d'ailleurs, c'était à Coligny. On est venu ici en Suisse. Et j'avais 6 ans, je m'en souviens, il y avait une espèce de tribunal de famille où ils ont été mis en accusation. Il faut qu'il aille à l'école. L'époque des princes africains illettrés, des rois fainéants, c'est fini. On a de famille, on a tourné la page. Et donc, ça a été pour moi un déchirement parce qu'à partir de là, j'ai dû aller à l'école. Et vous vous êtes rattrapé depuis lors. Je me suis rattrapé à l'extrême. Exactement. Je crois beaucoup au pouvoir de l'exponentiel. C'est ma formation mathématique. Mais 2 ou 3% par an, c'est vraiment l'histoire chinoise de la goutte d'eau qui finit par creuser la pierre. C'est un pouvoir énorme, on peut multiplier les exemples. En Europe, on a fait une réforme de l'assurance qu'on appelle Solvency II. Big Bang, on a décidé en 2002, par rupture, de créer un nouveau système de régulation de l'assurance. On est en 2014, il n'est toujours pas en place. Donc, si vous voulez, parce qu'il s'est produit quelques petites choses dans l'intervalle, genre la crise de 2008-2009, etc. Et à chaque fois, il a fallu tout reprendre, puisqu'on voulait une réponse unique, globale, à tous les problèmes de l'assurance dans le monde. En une fois, on est très intelligent en Europe et on est certainement capable de faire ça. Dans l'intervalle, les États-Unis, qui fonctionnent de façon incrémentale, chaque année, sortent des notes qui ajustent un peu leur système. Je peux vous dire que leur système aujourd'hui, il est en place, il fonctionne, il est infiniment meilleur qu'en 2002. Et nous, on a dépensé 200 millions de livres. Rien que nous, Prudential, l'industrie britannique a dépensé 3 milliards de livres sur la mise en œuvre de Solvency II, qui n'est toujours pas finie et dont on ne sait pas ce qui sera à 1 an de son application. Donc, si vous voulez, mon allergie aux approches de rupture, elle est réelle, elle est profonde. Je pense que ça ne marche pas. Je pense que dans un monde qui est aléatoire, extrêmement difficile à prédire, comme a dit Sébastien, penser qu'on a assez de QI pour tout prévoir, une espèce de génie industriel, ingénieur qui peut tout prévoir sur tout, ça ne marche pas. On fait de belles machines, des usines à gaz qui ne produisent rien ou qui coûtent trop cher ou qui sont dépassées avant même d'avoir été ouvertes. Donc je crois qu'il y a une obligation d'humilité face au réel et que l'humilité face au réel, c'est de procéder de façon incrémentale. On a ce débat avec le marché et les investisseurs. J'ai pris, notre succès en Indonésie est assez connu. Moi, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Jokowi, qui est le nouveau président, parce qu'on est la première entreprise d'Indonésie. On a commencé il y a 15 ans avec rien. Et donc, j'ai mis à nos résultats un slide en disant, voilà, nos ambitions sont toujours énormes. On a ce business où il y a 1000 agents, 10 000 clients, et on veut, dans 15 ans, qu'il soit 400 fois plus gros. Et donc, notre objectif, c'est de... ça n'existe pas, quadrupler, enfin, multiplier par 400 le chiffre d'affaires, le nombre de clients, etc. Et tout le monde a rigolé dans la salle. Et ensuite, j'avais un autre slide qui montrait qu'en fait, c'est ce qu'on a fait en Indonésie en 15 ans. Et c'est donc ce pouvoir de dire qu'une action continue, croître de 10%, de 7%, de 8% par an, c'est énorme. Vous prenez l'Afrique, il y a 10 ans, l'Europe était 20 fois plus grosse que l'Afrique en PIB. Ça permettait à tout le monde, toutes les blagues, enfin oui, le PIB de l'Afrique est inférieur à celui de la Belgique, et patati et patata. Aujourd'hui, l'Europe est 7 fois plus grosse que l'Afrique. Voilà ce qui s'est passé en 10 ans. 10 ans de 3-4% de différence de croissance exponentielle, ça change complètement la nature d'une situation. Donc voilà, peut-être un long exposé pour pourquoi je crois plus à l'approche progressive, s'il n'empêche pas de réaliser des ruptures. Je dis bien, vraiment, je réconcilie les deux. On peut très bien arriver à des changements radicaux. Regardez ce que l'Allemagne a fait sur le coût du travail en 10 ans. On peut aller très loin en y allant étape par étape, point par point. Ça, mon père en parlait beaucoup. Il était très frustré de ne pas avoir pu faire les études qu'il pensait que ses capacités intellectuelles auraient pu lui permettre de faire. Et il tenait vraiment à ce que ses enfants, en fait, n'aient pas de complexe et fassent le mieux qu'ils peuvent. Donc moi, je suis passé en prépa, mais j'ai 2 autres frères. J'ai un frère qui a fait l'école centrale, j'ai un frère qui a fait l'école de chimie de Paris, qui a fait Wharton. Il y avait un accent très fort mis sur les études et la performance scolaire et le travail. Et il avait vraiment cette conviction, et ma mère aussi, que à force de travail, on pouvait arriver à faire des choses. Donc c'était une atmosphère familiale, on était 7 quand même, beaucoup de solidarité, mais aussi beaucoup de compétition. Je vais poursuivre, je suis violemment d'accord avec le ministre.
Je crois, je vais vous paraître peut-être un peu conservateur et d'une autre génération, mais je crois qu'on n'a pas trouvé de substitut au travail comme moyen de développement du respect de soi en société, dans la plupart des sociétés. On est un élément valable, valorisé de la société parce qu'on contribue au bien commun, que ce soit dans un village africain qui est propriété individuelle des terres ou pas. Si on se lève le matin, on va tous au champ et chacun travaille comme il peut. Celui qui peut enlever les feuilles, enlève les feuilles. Celui qui peut utiliser la daba, utilise. Mais cette espèce de contribution, je crois qu'elle est universelle et c'est vraiment une valeur fondamentale pour moi. The Euromoney recognizes as our Banker of the Year, Tidjane Thiam. Please welcome him to the stage. Je cite librement, je crois que c'est Sénèque qui a dit « Il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait où il veut aller ». Mais oui, il faut un objectif, il faut un point terminal. Moi, je crois surtout qu'il faut fixer encore un objectif. Moi, quand Manuel Valls est venu à Londres récemment, je lui ai dit, bon, on a 57,5% de dépenses publiques du PIB en France. C'était une question un peu vache, mais je lui ai dit, qu'est-ce qui vous paraît un niveau acceptable ? Et il m'a dit, mais on vous connaît en France, vous êtes parti, etc. J'ai dit oui. J'ai rien dit, hein, vraiment. Non, mais c'était public, donc je peux en parler. Et il m'a dit, je ne vais pas répondre. Mais en fait, il a répondu. À la fin, il a dit, on veut rentrer dans la moyenne européenne. Je ne sais pas le chiffre exact, mais ça doit être 42, 43, 44%. Bon, si on veut passer de 57 à 44, ça veut dire un tiers en moins. Okay. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plan pour faire ça. Et je lui ai dit, moi, nous, on est un très gros investisseur. Je suis le premier détenteur d'obligations de l'État britannique. Donc je vois George Osborne régulièrement, Mark Carney, un gros investisseur. Je lui ai dit, mais dites-nous, si vous nous dites le point d'arrivée, la valeur des marchés, c'est qu'ils regardent vers le futur, comme vous savez bien, toujours. On vous donnera aujourd'hui la récompense d'action même que vous n'avez pas encore faite. Et avec ça, ça vous créera de la marge de manœuvre pour faire des choses. Mais dites-le. Et j'ai vraiment, moi, un principe de vie absolu. Quand quelqu'un me dit, je vais faire telle chose, mais faites attention, je ne peux pas le dire, j'attribue à ça une valeur de 0. Parce que je ne crois pas, en général dans la vie, que les gens font des choses qu'ils ne peuvent même pas dire. Moi, je suis africain aussi culturellement, j'aime beaucoup les proverbes. Comme un bon africain, il y a un proverbe baoulé qui dit que marcher sur un chemin accidenté n'a jamais déformé le bassin. Non, ce qu'on dit, c'est on a beau suivre un chemin accidenté, Ouais. on sort quand même avec ses hanches droites. Ouais. Et c'est un proverbe, vraiment. De toute façon, la culture de proverbe, je ne comprenais pas ce proverbe quand j'étais enfant. J'entendais tout le temps ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, cette histoire de chemin, de hanches? Ça n'a absolument aucun sens. Mais ce que ça veut dire, c'est que, en fait, il faut être flexible et adaptable, et ça n'empêche pas de rester fidèle à ses principes. C'est vraiment ça que ça veut dire. Ça veut dire que même si vous marchez sur un chemin comme ça, en pente, pendant des kilomètres, à la fin, vous ressortirez avec vos hanches droites. Et Donc on s'adapte, mais on reste soi. voilà. Ce qui est vraiment je dirais, la philosophie centrale des Baoulés. Les gens ont plein d'idées. En fait, il faut créer des environnements qui permettent à ces idées-là d'émerger, de ne pas être tuées, et puis avoir une culture en fait, de l'échec, si j'ose ainsi dire, où on accepte que un des coûts de l'innovation, c'est d'accepter l'échec, et on fait même chez nous des post-mortem, on récompense les gens parfois qui ont échoué, parce qu'on ne veut jamais décourager cette innovation. On sait très bien qu'il y a peut-être une idée, mais cette idée, elle transformera l'avenir de l'entreprise. Donc il faut laisser fleurir les sans-fleurs. Donc on dit dans mon pays, le mensonge court vite, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Ouais. Donc après, c'est une histoire de court terme, long terme. Souvent, moi, je suis vraiment toujours focalisé sur le long terme, et souvent, je dis, dans la vie, il y a très peu de choses qui sont bénéfiques à court terme et bénéfiques à long terme. Très peu. On a la chance d'en trouver, très bien, mais c'est rare. La plupart des choses qui sont vraiment bénéfiques à long terme ont un coût à court terme, et donc ça veut dire souvent une certaine impopularité à court terme, mais ce qui compte, c'est le long terme. Sans paraître prétentieux, je pense que mon personnage favori, c'était Galilée à cette époque-là. Ouais. Je me souviens que j'étais assis là, j'ai pris 3 heures d'injures, d'invectives. Et je me disais, pourtant, on avait raison. Et tous ceux qui ont été impliqués dans cette aventure avec moi partageaient cette espèce de sentiment d'injustice extrême. Franchement, je ne sais pas si vous allez regarder le transcript de la dernière assemblée générale, j'ai un actionnaire qui s'est exprimé là-dessus.
je pense qu'il y avait beaucoup de préjugés dans ce qui s'est passé. Et écoutez, j'ai un actionnaire, je peux le dire, j'ai un actionnaire qui a dit à un journaliste, parce qu'il était dans tous les journaux à me critiquer, il a dit, mais pour qui il se prend ce nègre? Il pense qu'on va le laisser faire une OPA de 35 milliards de dollars. Ça je l'ai vécu. C'est un actionnaire, un de mes top 10, qui a dit ça à un journaliste. Donc dans ce qui s'est passé, il y a à boire et à manger. C'est comme de dire à quelqu'un que le fait qu'il est gaucher, c'est un problème. Non, c'est juste comme on est. Le problème potentiel, c'est comment les autres réagissent à ce que je suis. Moi, être ce que je suis, c'est une réalité objective, c'est pas une niche. Mais quand j'arrive, on rigole souvent, je voyage avec des collaborateurs, il m'arrive toutes sortes de misères. En général, de toute façon, ils passent avant moi, parce que je suis régulièrement arrêté. J'ai été arrêté partout. Aux États-Unis, j'avais un collaborateur français, je me suis un passeport français, il n'avait même plus de photos. Sa photo était complètement écornée. Les gens ils passaient avant moi, et moi c'était Why do you want to come into this country? J'ai même été arrêté une fois au G7 où le président Obama m'avait demandé de venir présenter à tous les chefs d'État et ils ne m'ont pas laissé rentrer. Et le G7 a été retardé d'une demi-heure. Et l'histoire vraie, je peux raconter bien sûr. Je suis arrivé à Washington et ils m'ont donné. Je suis arrivé à la voiture et il y avait une limousine et je vois le chauffeur et c'était quelqu'un qui ressemblait à un Pakistanais. Il avait une grande barbe. Je lui ai dit bonjour, il me dit yes, I'm Ali Akbar. Je lui ai dit bon, on va s'amuser une journée. On est arrivé avec Ali Akbar au G7 à Candé-Vite. Le type qui nous regarde, qui pense à mitraille. Je lui dis du calme. Laissez vos mains sur le volant, j'ai pas envie de finir. Enfin bref, je vais raconter des anecdotes jusque. Moi, de toute façon, j'utilise toujours l'humour. À Londres, souvent j'allais dans des restaurants. Souvent, on me proposait la table entre les toilettes et la cuisine. Donc, quand c'est comme ça, en général, je regarde la personne et je dis sorry, do you have anything worse? You know, because the restaurant is empty. But I could eat in the kitchen if you want. I'm not fussy, you know, it's okay. I just want to eat. And then, please, il me donne une meilleure table. Mais je ne pointe pas du doigt, c'est un sujet très délicat. Les problèmes de discrimination, ils existent dans toutes les sociétés. Moi, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, ma grand-mère était très explicite sur le fait qu'elle ne voulait vraiment pas que j'épouse une femme blanche. Il n'y avait pas d'un doute dans son esprit. En tout, les préjugés, ils existent partout. Ils sont enracinés dans l'ignorance. Et donc, la seule réponse à tout ça, c'est l'éducation. Et puis, donc, je mets un peu d'optimisme. De toute façon, la colère ne peut rien accomplir. Moi, en 97, j'étais tellement, comment dire ça, attristé par la situation de la forêt ivoirienne que j'ai obtenu un financement de l'Union européenne et nous avons travaillé pendant 1 an avec, et ça c'est l'approche moi que j'aime bien, avec les propriétaires terriens ivoiriens, avec l'administration locale, donc les préfets, etc., avec les ministères et avec le secteur économique, le secteur industriel du bois. Je les ai même emmenés au Costa Rica. En 98, nous avons rencontré le président du Costa Rica qui est une référence dans ce domaine, et nous avons fait une espèce de concordat, d'accord de paix. Et en 99, j'ai pu faire passer une loi au Parlement en Côte d'Ivoire qui a transféré la propriété de l'arbre à l'Africain, au propriétaire de la terre. Vous ne savez peut-être pas que dans tous les régimes coloniaux, l'arbre était la propriété de l'État colonial. Et tous les États nouveaux ont conservé cette législation qui permettait à l'État de donner des droits d'abattage très lucratifs à des exploitants qui venaient enlever les arbres. Et c'est comme ça que toute la forêt a été détruite. Donc ça, c'était une réforme très importante qu'on a déjà faite en 99, il y a 20 ans maintenant. J'avais aussi, un des premiers projets que j'ai fait, il y a le grand barrage de Kosso, qui est connu des gens en Afrique, qui avait été fait dans les années 60 et qui, à cause de la sécheresse, s'est asséché. Donc on avait dû construire une centrale thermique. Mais on n'a pas seulement construit une centrale thermique. Vous savez que quand on fait brûler le gaz dans les torchères, dans les puits de pétrole, c'est une des grandes sources de CO2. Donc j'ai construit à Abidjan, à partir du gaz associé, une centrale thermique à gaz qui permet d'éviter qu'en Côte d'Ivoire, on brûle le gaz associé, ce qui permet de réduire l'effet de serre, et ça c'était en 97. Donc c'est un sujet avec lequel je vis depuis longtemps, même à titre personnel. J'ai été en charge il y a longtemps de la privatisation des télécoms en 95 en Côte d'Ivoire, et je m'étais battu pour avoir 3 licences de téléphonie mobile.
Et je m'étais battu contre la Banque mondiale et j'avais eu affaire à leurs experts qui disaient, mais vous comprenez, quand même, vous avez été en Occident, vous êtes revenu avec toutes ces idées, etc., mais vous ne connaissez pas les réalités du terrain. Lui les connaissait, pas moi. Et que les Africains sont analphabètes. Et que donc, ils ne pourront jamais téléphoner. Parce qu'il faut, vous savez, M. Thiam, il faut connaître les chiffres pour téléphoner. Je sais, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque Africain analphabète connaît quelqu'un qui est lettré. Et ça suffit. Et je vois la dame au marché, elle ira voir le petit en disant, mon fils, tu peux rentrer là le numéro de mon fils qui est au village. Enfin bref. Donc le reste, c'est l'histoire. Maintenant, je lis des rapports où la Banque mondiale explique comment elle a provoqué l'explosion de la téléphonie mobile en Afrique. Ça me fait toujours un peu sourire. On dit en français, la défaite est orpheline et la victoire a beaucoup de papas, c'est comme ça. Donc, et je dis toujours, j'ai fait au moins 1 milliardaire en dollars dans ma vie, parce que il y en a un qui est venu me voir, il me dit, ah mais tes licences, là, il y a un des 3 attributaires qui veut vendre sa licence pour $60 000. Je vais me voir au bureau. J'ai dit, écoute, achète-la. Il m'a dit, mais tu es sûr, cette histoire de mobile et tout ça? Je dis, non, vas-y. Donc maintenant, je lis ses interviews dans les journaux. C'est le pape de la téléphonie mobile en Afrique. Il explique toute sa stratégie à long terme, comment il est devenu le roi du numérique. Mais c'est pour faire sourire un peu. Mais j'y crois. Et en fait, dans les pays en développement, c'est un accélérateur. Ça a permis de sauter. On a eu en 6 mois plus de lignes mobiles que de lignes installées, en 40 ans de téléphonie fixe. Et depuis, bon, maintenant c'est dans tous les journaux, tout le monde connaît cette histoire. On fait des paiements dessus, on fait de... Et je ne peux pas résister. Je peux prendre un peu. Oui. J'avais emmené, en fait, Jim Wolfenson, quand il était président de la Banque mondiale, je l'avais emmené dans un village voir des chefs de village, et je lui avais dit de leur demander ce qu'ils voulaient. On avait toutes ces batailles sur. Moi, je voulais du financement pour développer le numérique, etc. Et lui, il me disait, mais non, vous avez besoin d'eau, de pluie. Et j'avais eu ce chef de village extraordinaire. Et quand on lui a demandé, il a dit, moi, monsieur le président, tout ce que je veux, c'est le téléphone. Et Wolfenson lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, toutes les choses que la route peut m'apporter, les médicaments, j'ai mon fils qui est à Abidjan, si je peux lui téléphoner, j'ai juste à lui téléphoner, il est médecin, il est docteur, il m'envoie tout ce que je veux. Donc je n'ai pas besoin de toute votre machinerie, j'ai juste besoin de pouvoir lui parler.